Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration des lettres cheminées sur la voie. Donc aujourd'hui, c'est la lettre numéro 9 et la lettre numéro 10 qui sont au programme. Et donc ces deux lettres tournent autour de la question de l'attention et de la méditation. Donc comme toujours, je vais d'abord vous présenter rapidement les quelques livres que je cite dans ces lettres. Et je vais vous donner deux autres références aussi que je trouve qui sont intéressantes. Et une fois n'est pas coutume, donc au lieu de tout de suite vous commencer ce que vous en pensez, je vais vous donner en quelques mots un tout petit peu un contexte sur la question de la méditation. Parce qu'on parle tellement de méditation, on met tellement de choses dans ce mot que parfois c'est pas vraiment très clair, et donc c'est bien d'avoir un petit cadre. Mais après, ouverture à toutes les questions que vous avez envie de poser, toutes les réactions par rapport aux lettres. Mais je vais vous faire une toute petite introduction pour poser un cadre sur ce que c'est que cette histoire de méditation et son lien avec l'attention. Alors les livres que je cite, alors j'ai dit que je ne représenterai pas des livres que j'ai déjà cités à un moment donné, mais il y a un livre qui vient beaucoup, c'est le Tao Te Ching. Et j'ai beaucoup de versions du Tao Te Ching à la maison. Et François avait fait une vraiment belle illustration dans la lettre. Donc vous voyez, il avait mis la couverture du livre. Et du coup, ça me refait penser au livre. Et pourquoi j'aime beaucoup cette version-là. Donc c'est une édition bilingue. Donc la personne qui a fait le travail, c'est traduit, annoté par Laure Chen. Et pourquoi ça pourrait vous intéresser? Regardez. Vous avez le texte en français, mais vous avez en face toujours le texte en chinois. Et non seulement vous avez le texte en chinois, mais vous avez, pour quelqu'un comme moi, c'est très utile, vous avez le texte en chinois avec en même temps la translittération en pinyin. Donc pour ceux qui auraient envie de pouvoir regarder et après d'avoir bien les mots, etc., à la rigueur de pouvoir se faire sur Google aussi une traduction mot à mot pour se faire un peu leur propre idée, c'est un bel outil de travail, parce que vous avez le texte, la traduction, et vous avez le pinyin en dessous du chinois. Après, un autre ouvrage donc, que je cite, c'est un maître que j'aime vraiment beaucoup, Kalu Rinpoche. Alors à nouveau, Kalu Rinpoche, je parle de son incarnation d'avant. Enfin là, apparemment, on a trouvé une nouvelle incarnation, donc il est plus jeune, donc je connais moins le nouveau Kalu Rinpoche. Mais j'aimais beaucoup l'ancien Kalu Rinpoche, et qui était un très très grand méditant. Il a passé je ne sais pas combien d'années en fait en retraite de méditation. Et ce livre-là, La voie du Bouddha, selon la tradition tibétaine, je trouve que c'est un magnifique petit livre. Il est d'une simplicité, d'une clarté pour vous présenter en fait le chemin bouddhiste dans cette perspective, qui est vraiment magnifique. Oui, vous voyez là, vous avez le travail de Samatha Vipassana, de comment tout le cheminement. Vous voyez, votre esprit au départ, c'est comme un éléphant tout noir, là, c'est pas clair, et puis il est en train de courir devant même le monsieur. Puis petit à petit, dans le cheminement, l'éléphant devient de plus en plus clair. Et puis petit à petit, c'est la personne qui chevauche son éléphant. Donc, on ne voit pas bien, Christophe. Il faudrait que tu descendes un peu ton livre. Ah oui. Voilà. Là, c'est super. Voilà. Et je vous enverrai. Il y a même une animation qui a été faite en fait de ça sur YouTube. Je vous enverrai sur WhatsApp. Mais de toute manière, donc c'est très simple, c'est très clair. Et il a plein de petites histoires, en fait, les histoires dans le sens des petits contes, des petites histoires spirituelles. Donc moi, c'est un livre que je recommande vraiment pour se faire un peu une idée générale, si on est intéressé sur le côté de la voie bouddhiste. Puis vous avez un maître que j'aime beaucoup, donc ça c'est un maître spirituel occidental d'origine bulgare, c'est Omra Mikhaël Ivanov. Donc c'est plus la tradition chrétienne. Et donc c'est un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La vérité, fruit de la sagesse et de l'amour. Alors pareil, il a une manière très très
on va dire, très simple et très terre-à-terre hein, de présenter un certain nombre de choses. Et puis vous avez un livre, je ne suis pas sûr, là je ne me rappelle pas, est-ce que je l'ai cité ou pas, ou est-ce que je vous l'ai mis de côté, parce que je crois qu'il est très important. C'est Chogyam Trungpa dont on a déjà parlé par rapport à la voie sacrée du guerrier, et c'est un livre en fait qui s'appelle Méditation et Action. Et en fait le titre original en anglais c'était Meditation in Action, la méditation en action. Et c'est un livre à nouveau qui se lit de manière très simple. Alors en fait, il reprend la base de c'est quoi le cheminement. Enfin, c'est le cheminement du Bouddha, mais en même temps la manière dont il aborde, c'est quoi le cheminement de se connaître soi-même. Hein, en gros, c'est vraiment ça. Et il essaye de faire le lien justement entre la pratique et la vie de tous les jours, en disant que pour beaucoup de personnes nous c'est un peu différent parce qu'on fait le tai chi, on fait le qigong, donc voilà. Mais il y a certaines personnes qui se disent, je sais pas, je veux me connaître moi-même et puis je vais commencer à méditer, je vais devenir quelqu'un de très spirituel. Et puis pour certains, en fait, ils vivent vraiment un peu une expérience un peu schizophrène, hein, parce que d'une part on est à la maison, on médite, et puis après il y a toute la vie en dehors, et puis on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Et puis certainement peut-être on arrive à être un peu zen quand on est sur son coussin ou dans sa retraite dans un monastère pendant un week-end, et dès qu'on rentre chez soi, à nouveau pof, on pète les plombs, ça part dans tous les sens, et puis on voit pas trop comment ces deux mondes pourraient être conciliables, hein, le monde, on va dire, de tous les jours, et puis ces expériences un peu plus privilégiées de méditation. Et donc c'est un très très bon livre par rapport à ça. Et une chose qui est importante aussi là-dedans, il parle, il explicite une chose qui me paraît essentielle, c'est il parle de la problématique du matérialisme spirituel. Il dit beaucoup de personnes, ils disent voilà, ils veulent faire un cheminement pour se connaître, un cheminement spirituel, mais en fait ils veulent faire un cheminement pour être plus zen, pour être plus performant, pour être plus beau, pour avoir plus d'énergie, etc., etc. Et il dit oui, mais là, si vous faites ça, vous n'êtes pas en train de couper votre ego. Hein, dans la perspective bouddhiste qui est à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Vous êtes en train de le renforcer encore. Alors il dit peut-être que vous faites vous enfermez dans un palais de plus en plus beau. Au lieu d'avoir une prison qui est un peu moche, bon, vous avez une très belle prison. Et peut-être que vos chaînes, là, elles sont plus des chaînes comme ça rouillées en fer. Peut-être que vous avez de la superbe chaîne en or incrustée de diamants, etc. Mais ça reste des chaînes quand même. Et donc il explicite un peu dans ce livre l'importance que la méditation, la démarche de se connaître soi-même, si on veut se connaître, donc on regarde, hein, d'où le lien attention et méditation. On est attentif. Alors quand on est attentif, on voit ce qui est là, on prend conscience de ce qui est là. On n'essaye pas de rendre là ce qui n'est pas là, ou de s'imaginer que ce qui est là n'est pas là. Hein, c'est vraiment, on ose regarder. Et en osant regarder, petit à petit, il y a tout un nombre de choses qui peut commencer à se passer. Et donc voilà, donc je recommande. Et le dernier livre donc, que je vous recommande, et c'est ça que j'ai envie de vous présenter un tout petit peu comme un cadre par rapport à la pratique de la méditation, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, c'était un grand yogi indien. Donc il a laissé ces Yoga Sutras, ces enseignements sur le yoga, qui est vraiment, c'est une des références, on va dire, mais de base. Enfin, c'est vraiment la base de la base dans le monde du yoga. Et alors, vous en trouverez beaucoup de versions, beaucoup de traductions. Certainement, on en reparlera probablement, parce que j'ai l'intention de faire une lettre aussi un peu sur ce que peut apporter les Yoga Sutras de Patanjali. Pour ceux qui veulent vraiment aller un peu en détail, il y a cette traduction de Michel Angot, hein, sur les Yoga Sutras de Patanjali. Alors il y a aussi le Yoga Vyasa de Vyasa. Alors en tout, c'est un bouquin de presque 1000 pages, c'est 900 pages ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi je vous donne cette référence? Parce que Michel Angot, c'est vraiment un sanskritiste, on va dire hors pair. Et il a vraiment fait un travail extraordinaire d'essayer de replacer aussi le texte dans son contexte de l'époque, hein, où il a été écrit, etc. Donc, voilà. Enfin, si ça vous intéresse, regardez ça. Mais pour vous faire une idée, même vous pouvez aller sur Internet, il y a déjà des petites présentations de Yoga Sutras de Patanjali.
Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Le yoga est présenté dans les Yoga Sutras comme Ashtanga Yoga. C'est un yoga qui a 8 membres. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Les 2 premiers, pour simplifier, c'est l'éthique, c'est le mode de vie. Et la base du yoga, c'est un mode de vie. Et le tout premier des yamas, c'est ahimsa, c'est la non-violence. Ne pas, don't harm, ne pas faire du mal. Si vous avez une vie où il n'y a aucune règle, aucun cadre, etc., vous ne pouvez pas commencer à vraiment cheminer. Parce que, admettez que vous menez une vie, vous êtes en train de faire des coups tordus à droite, à gauche, etc., avec votre conscience, dès le moment que vous allez essayer de vous asseoir pour méditer, c'est tout ça qui sera là. Vous ne pourrez jamais aller dans des strates un peu plus profondes vraiment de vous-même. Donc sans aller beaucoup plus loin, mais le côté d'une certaine éthique, d'un certain cadre éthique, dans celui de vivre sa vie de manière, de mener une bonne vie. On essaye de faire attention aux autres, de ne pas s'imposer, de ne pas être trop égoïste, tout ce genre de choses. C'est important et c'est considéré comme vraiment la base. Puis une fois que cette base est là, et vous l'avez dans les arts martiaux, Wute, la vertu martiale, normalement un maître, vous avez ça dans les films souvent. Quand on choisit de prendre quelqu'un comme disciple, d'abord on teste. Est-ce que c'est une bonne personne? Il a un bon caractère? Même on doit travailler sur certains aspects du caractère, peut-être avant d'aller plus loin dans l'enseignement. Après, vous avez asana, qui est la posture physique, tout souvent traduit comme ça. C'est l'assise. Et dans les Yoga Sutras, c'est dit ce que vise aussi à donner le yoga, c'est Sukham Stiram Asanam. C'est une asana qui soit stable et en même temps confortable. Donc quand on fait les Qigong, quand on fait nos pratiques de Tai Chi, quand on fait les pratiques de yoga plus physique, c'est pour nous donner un corps déjà au moins qui a une certaine stabilité. Tant qu'on a mal partout, qu'on ne peut pas bien se tenir, que dès qu'on est assis pendant un peu longtemps, on ne respire pas bien, etc. C'est difficile de tourner son attention sur autre chose. Donc déjà stabiliser le système, on va dire, plus physique. Puis à un autre niveau, on peut dire asana, c'est notre assise dans la vie de manière générale. Mais gardons les choses simples. Puis quand vous commencez à travailler sur votre corps, petit à petit, il y a les énergies. Donc ça, c'est pranayama. C'est qigong. C'est comment nourrir l'énergie, comment harmoniser l'énergie. Et donc là, petit à petit, donc non seulement vous stabilisez au niveau physique, mais vous stabilisez au niveau physique, niveau énergétique. Donc vous commencez aussi à stabiliser un peu votre niveau émotionnel. Et donc là, la prochaine étape, après quand ça commence à se stabiliser, vos sens commencent à être un peu plus sous contrôle. Quand votre corps va pas être très bien, n'est pas très stable, que votre énergie n'est pas très forte, c'est très très difficile parfois de contrôler votre esprit, puisqu'il est attiré, il n'y a pas de centre, c'est difficile de le centrer. Donc quand on a petit à petit travaillé le corps, on a commencé à travailler l'énergie, petit à petit se développe pratyahara, qui est le contrôle des sens. Le fait qu'on arrive à garder son esprit concentré sur quelque chose. Quand on est en train de pratiquer son tai chi, comme on a expérimenté cet été, quand on avait le groupe là, de gym qui était à côté, qui avait certainement vraiment mis à fond sa musique, c'est pas agréable, mais on arrive quand même à pratiquer, on fait abstraction de cette musique-là. Donc pratyahara, le contrôle des sens. Et quand vous avez petit à petit commencé à contrôler vos sens, là vous commencez à être capable de mettre votre attention de manière pleine sur quelque chose. Ça c'est dharana, parfois on traduit par concentration. Donc on peut dire à un certain niveau, toutes nos pratiques, que ce soit les pratiques de yoga, que ce soit les pratiques de qigong, que ce soit les pratiques de tai chi, quelque part c'est des pratiques de dharana. On s'entraîne à être attentif. On pourrait dire dharana d'une certaine manière, on traduit souvent par concentration, mais c'est comment mettre son attention sur quelque chose, comment garder son attention sur quelque chose, comment entraîner son esprit à ce qu'il reste à un certain endroit et qu'il continue à goûter, à approfondir, à goûter quelque chose. Et petit à petit, quand cet état de dharana commence à devenir plus naturel et qu'on doit faire moins d'efforts pour essayer de rester attentif, mais il se développe une attention, on va dire, plus ouverte, plus naturelle, relâchée.
Et là, c'est dhyana. Dhyana que je vous ai expliqué une fois. Dhyana, quand c'est arrivé en Chine avec Bodhidharma, qui est le grand patriarche du bouddhisme Chan en Chine. Quand il est arrivé au temple de Shaolin, il a dit il faut mettre l'accent sur la pratique bouddhiste, 5e siècle après Jésus-Christ, il faut mettre l'accent sur la méditation. Donc la méditation, c'est dhyana, puis en chinois, ça donnait Chan, leur manière de prononcer, dhyana, ça donnait Chan. Puis Chan, quand ça s'est exporté au Japon, eux, la prononciation, c'est devenu Zen. Donc en fait, quand les gens de nos jours vous disent « Ah, je suis zen » ou la zénitude, etc., en fait, ça veut dire « je suis méditation », ou la méditationalitude. C'est ça, en fait, dhyana. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que dhyana, c'est un état. Donc quand vous regardez les traditions indiennes, le yoga, vous ne pouvez pas méditer. Nous, on est toujours en train de dire « je médite », etc. Non, dans ce sens-là, vous ne pouvez pas méditer. Si vous avez fait le travail nécessaire, que petit à petit votre esprit s'est apaisé, etc., il y a un état de méditation qui s'installe. Et plus cet état devient profond, moins vous êtes là, d'une certaine manière. Et c'est là que petit à petit, donc la méditation vous fait rentrer dans des états de samadhi, qui sont ces états un peu de conscience plus ouvertes, jusqu'à la conscience, entre guillemets, cosmique, ou quelle que soit la manière dont vous voulez l'appeler. Donc pourquoi est-ce que je trouve très utile ce petit cadre? C'est que vous avez vu dans les lettres, quel est le lien? On fait le kung-fu, on fait les formes rapides, on fait des qigong, on fait des méditations, on fait le tai chi. Quel est le lien de tout ça? Et là, en vous donnant ce cadre, vous voyez, c'est lié. Il faut travailler le corps, il faut travailler l'énergie, il faut travailler notre attention, il faut travailler nos sens. Petit à petit, il faut travailler la stabilité, notre attention, puis petit à petit, il faut aller de plus en plus à l'intérieur. Et donc, en gardant en fait ce cadre en arrière-tête, vous commencez à comprendre un peu comment les différentes choses qu'on peut faire, et aussi là, les dialogues qu'on peut avoir, en fait, comment ils sont liés par rapport au même cheminement, qui est un cheminement où on va des choses qui sont plus extérieures vers celles qui sont plus intérieures. Et qui est une belle méditation, une belle définition de ma maître de yoga à Pondichéry. Alors je ne sais pas, à chaque fois je ne me rappelle plus si c'était sa définition ou si elle avait reprise la définition de Swamiji ou de quelqu'un d'autre. C'était méditer, c'est d'être de plus en plus concentré sur de moins en moins. Et moi je préférais dire être de plus en plus attentif à de moins en moins. Vous arrivez vos perceptions deviennent de plus en plus subtiles. Vous êtes capable de goûter des choses qui sont de plus en plus subtiles. Un peu comme dans l'histoire que vous aviez, là, la première histoire avec le champion de sabre qui va voir le maître de sabre et qui a déjà tellement travaillé pour pouvoir apprécier que le maître, quand il lui donne la petite fleur, mais la coupe est extraordinaire. La majorité peut-être des gens n'auraient même pas vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Ils se seraient juste dit, il est fou là, le vieux maître, il ne peut pas prendre mon défi, il m'offre une fleur. Mais lui, il l'a vu. Mais en même temps, il savait aussi qu'il n'était pas encore capable. Il était capable de percevoir, mais il n'était pas capable de réaliser. Et donc là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la forêt, il travaille, en gardant cette petite fleur comme référence. Puis le jour où il arrive à couper pareil, il va revoir le maître, et puis là, hop, il offre une fleur que lui a coupée, qui a la même qualité de coupe. Vous voyez, c'est la capacité de petit à petit de raffiner nos sens, de raffiner notre manière de percevoir les choses. Et c'est ça qui petit à petit nous permet petit à petit d'aller de plus en plus profondément et de nous connaître de mieux en mieux. Et donc de rentrer dans ces états de méditation. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, mais comme j'entends tellement parler de méditation, et puis je me suis dit ça vaut la peine de donner un peu un cadre. Et avec un dernier petit mot qui est important, c'est que c'est vrai que dans la tradition occidentale, alors peut-être qu'on a mal choisi le mot, c'est que dans la tradition occidentale, méditation étymologiquement, ça renvoie à la réflexion sur quelque chose. Les méditations, tu étais en train de méditer sur quoi? C'était ça, c'est quand on approfondit de manière très très profonde une certaine question. Méditation sur l'humilité ou méditation sur quel que soit le sujet. Et donc peut-être que c'est là qu'il y a un peu une confusion, peut-être que le mot n'a pas été forcément le mieux choisi. Et puis il faut faire la différence, c'est une méditation, oui, ok. Mais
après l'identification et la contemplation, et puis il y a plein de pratiques différentes de méditation. Donc si vous voulez, on peut parler de tout ça. Mais là, par rapport à cette histoire de attention et méditation, voilà, je trouve que ce cadre qui est donné par le Ashtanga Yoga de Patanjali, je trouve qu'il est utile comme référence. C'est par rapport à la méditation, puisque tu médites souvent, donc tu vas pouvoir certainement dire on a plusieurs questions par rapport à ça. Quand tu médites, en fait, quand tu es sur la plage ou peut-être chez toi, alors je ne sais pas, peut-être en nature est différent que quand tu es chez toi. Est-ce que j'imagine que tu travailles ta respiration ou tu laisses? Alors à nouveau, tu poses une question personnelle, parce qu'effectivement, oui, il fait tellement beau, donc je ne peux pas éviter de ne pas profiter de la belle plage pour y être. Et donc, pour ceux qui habitent à Arcachon, il y en a pas mal qui ont vu le rigolo là, qui passe son temps. Il n'a rien à faire dans sa vie que d'être assis sur la plage. Et puis, voilà. Et donc, juste pour dire, donc, quand tu me poses la question dans les pratiques que je peux faire quand tu me vois être assis, en fait, je fais des pratiques différentes. Donc il y a certaines pratiques qui sont la pratique de base pour moi et celle que je partage en premier avec vous et que vraiment, à mon sens, il faut vraiment pratiquer. C'est ce que les Tibétains appellent Samatha Vipassana, qui est cette pratique de attention portée sur la respiration. En sachant que Samatha Vipassana, il y a deux aspects. Samatha, c'est ce qui va se passer au départ. C'est plus de stabiliser, de calmer l'esprit. Hein, c'est juste en regardant votre respiration, au départ ça part dans tous les sens, et puis plus vous allez le pratiquer, plus quelque part vous allez arriver quand même à être là. Donc quelque part ça va vous centrer, ça va vous stabiliser, ça va vous cadrer d'une certaine manière. Et puis après, sans que vous changiez quoi que ce soit en fait dans la pratique, petit à petit en fait vous avez une conscience plus claire, plus panoramique qui va commencer en fait à se développer naturellement. Donc c'est là que ça passe plutôt de samatha à vipassana. Donc cette pratique-là, elle me paraît vraiment essentielle. Elle me paraît essentielle parce qu'elle nous fait aussi prendre conscience de... Alors à nouveau, c'est un mot qui est souvent mal compris, mais on va dire la vacuité de l'esprit. Pour dire un autre mot, c'est qu'au départ, on est tellement dans ses pensées, vous voulez vous asseoir et puis vous êtes tout le temps en train de penser à autre chose, vous avez mal, ou ceci, ou cela, on n'est pas là. Et si vous ramenez à chaque fois votre respiration, c'est pas que vos pensées vont disparaître, mais à un certain moment, c'est comme s'il y a une certaine base continue qui est là. Vous allez, alors, ce qui peut aider au départ, quand on fait cette pratique, c'est compter les respirations. Maintenant, je ne les compte plus, mais à l'époque, ce qui m'aidait, c'est, allez, je compte jusqu'à 50 par exemple, jusqu'à 100. Et après, je recommence. Hein, mais comme ça donne un cadre. Et on se rend compte que on arrive jusqu'à 17. On ne sait même pas, à un certain moment, on ne sait même plus où on était. On sait même pas. On a juste oublié de continuer à compter. On ne sait même pas si on s'est arrêté à 17 ou à 13 ou à 99. On ne sait pas. Enfin, on a complètement perdu le fil. Donc à ce moment-là, on reprend au début, on recompte. Et puis on essaye d'arriver à ces 50 ou 100 ou quelque chose comme ça. Et petit à petit, quand vous commencez à arriver en fait à le faire, oui, donc il y a des pensées qui vont venir, mais il y a cette base continue qui est là. Et au moment où cette base continue est là, c'est comme s'il y avait un espace qui s'était créé déjà un peu entre vos sensations, vos émotions, vos pensées, et ce qui les accueille. Et plus, l'image que aiment bien donner les bouddhistes parfois, c'est l'image du ciel et des nuages. Hein, c'est comme si avant vous étiez complètement identifié aux nuages. Et là, tout d'un coup, vous commencez à prendre conscience, mais le nuage, il est dans un espace ouvert, il est dans le ciel qui est immense autour. Le nuage n'emprisonne pas le ciel. Donc vous commencez à l'intérieur de vous-même aussi de prendre conscience qu'il y a cet espace qui est là. Et petit à petit, vous commencez à prendre conscience que même les nuages, d'une certaine manière, c'est qu'une manifestation de l'espace.
Donc la vacuité, c'est ça, c'est ce côté spacieux, ce côté qui est là, qui est en dessous de tout, qui imbibe tout, qui est au-delà de tout en même temps. Et donc d'une part, ça vous donne une vision un peu plus vaste, on va dire, de l'expérience de ce que vous êtes, donc une assise un peu différente. Et puis en même temps, c'est extraordinaire pour pas trop prendre au sérieux les autres choses que vous pouvez faire, parce qu'il y a beaucoup de pratiques aussi de méditation, que ce soit un mantra qu'on utilise, que ce soit des visualisations qu'on va faire, que ce soit un travail avec l'énergie qu'on peut faire, etc. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas fait ce genre de travail-là, vous risquez de les prendre trop au sérieux. Chaque création qui existe, que vous imaginez quelque chose, oui, mais ce n'est que de l'espace mis en forme, et en plus mis en forme à travers la conscience. Donc on crée quelque chose, mais après on dissout à nouveau, on ne s'attache pas. Et dans les pratiques aussi de Qigong, parfois oui, le Qigong, l'énergie, elle commence à circuler, etc., mais on peut devenir drogué de cette énergie, parce que c'est tellement agréable comme sensation. Donc on aimerait toujours, c'est ça, voilà. Mais il faut arriver à lâcher. Jing doit être transformé Qi, Qi doit être transformé en Shen, Shen doit être ouvert Wuji, et devenir un avec le Tao. Et donc il faut savoir lâcher aussi. Mais si vous êtes tellement, vous n'avez pas conscience de cet espace sous-jacent, vous n'avez pas conscience de cette ouverture, vous n'avez pas conscience de ça, ben là vous risquez en fait un nouveau matérialisme spirituel, sans le vouloir, de vous construire des beaux palais extraordinaires dans lesquels vous voulez habiter. Vous dites, mais moi j'ai voyagé dans le monde entier. Moi je suis un grand voyageur. Et à chaque fois vous étiez dans la chambre 712 de l'hôtel Sheraton ou Hilton 5 étoiles partout. Vous étiez pratiquement dans la même chambre partout dans le monde entier, avec le même buffet, le même truc. Oui, vous étiez dans le monde entier, mais à chaque fois dans votre bulle. Et peut-être vous y êtes allé en avion première classe, et puis là-bas, c'est la limousine qui est venue vous chercher. Donc vous n'avez pas voyagé en voyageant, parce que vous êtes créé alors une bulle très magnifique, très forte, très puissante, puisque elle vous protège vous vivez dans votre monde, vous ne vivez pas dans le monde. Donc cette pratique-là, donc la pratique de base, c'est ça. Vraiment, si vous avez qu'une demi-heure par jour ou quelque chose comme ça, pratiquez ça. Pendant des années, peut-être même pendant une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, je n'ai que pratiqué ça. Tous les jours. Mais après, petit à petit, quand vous pratiquez, après, il y a d'autres choses naturellement qui commencent à émerger. Et donc maintenant, en fait, quand je pratique, oui, je pratique aussi d'autres choses. Donc il y a certains travails qui sont plus avec certaines visualisations, il y a certains qui sont plus par rapport aux chakras, par rapport aux éléments, il y a toutes sortes de travail après que vous pouvez faire. Mais je ne crois pas que c'est très utile de commencer à trop parler et de trop sur ces pratiques-là avant que la base ne soit pas là. Et la base, c'est ça. Mais alors, je vois que tu parles de Qigong, parce que quand on dit tu pratiques le Tai Chi ou le Qigong obligatoirement, mais il y a une forme de méditation en pratiquant. Mais alors, on ne peut pas comparer la méditation assise à cette forme de pratique. Alors, j'ai choqué une fois des amis indiens, donc ils m'ont invité pour faire un peu une présentation des arts chinois. Et il y avait un certain nombre d'Indiens qui étaient dans l'assemblée, qui pratiquaient yoga, qui pratiquaient donc méditation dans la tradition de yoga. Et alors, je voulais partager un peu qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est différent. Et je dois admettre que je savais que je lançais une petite bombe avec ce que j'allais dire, et puis je suis coupable. J'avais une petite jouissance personnelle, et puis ça n'a pas raté. Donc je disais que dans la vision chinoise, ou dans une des visions chinoises taoïstes, la plus haute forme de méditation, c'est la méditation en action. Tu étais en train de faire ton pakwa, etc. Là, c'est suprême. Pourquoi ? Parce que le monde, il continue à bouger, il tourne, il y a toute l'activité, etc. Mais ton centre, il est complètement calme. Là, en Chine, il y a ce proverbe, à l'extérieur, immobile, à l'intérieur, ça bouge. Vous faites Qigong, l'arbre, on ne voit rien, mais l'énergie, elle circule. Ou alors, à l'extérieur, ça bouge, à l'intérieur, immobile. Oui, Tai Chi, on bouge, etc. Mais à l'intérieur, l'esprit est complètement stable, immobile.
Donc quand j'ai dit ça, tout de suite j'ai eu une réaction. C'était un monsieur qui travaille beaucoup avec, dans une certaine tradition de yoga. Il me dit, ah non, non, notre maître, la méditation, la vraie méditation, c'est l'immobilité absolue, extérieure, intérieure, voilà, etc. Et j'ai dit, bon, je ne critique pas, hein. Moi j'ai juste donné le point de vue, ce que les Chinois pensent par rapport à ça. Dans la tradition de ce monsieur, bah, c'est non, non, il faut tout, carrément le corps mort, tu vois, avec l'esprit qui est détaché, qui est ailleurs, ou quelque chose comme ça. C'est une approche. Mais même dans la tradition indienne, il y a une histoire. Euh, je ne me rappelle plus le nom du roi et le nom du disciple, mais il y avait un disciple qui avait besoin d'un enseignement spécial. Et donc son maître l'envoie chez un roi. Et le roi, c'est un maître spirituel. Hein, c'est un roi, mais c'est un maître spirituel. Et il veut tester un peu le disciple avant de lui donner l'enseignement, parce que c'est un enseignement un peu avancé. Et donc il lui dit, bah, tu prends une coupe, et puis on remplit avec de l'eau à ras-bord, et tu dois faire le tour du palais, sans renverser une goutte. Et bah donc le disciple, il fait le tour du palais, et puis je crois qu'ils sont même en période festive, donc il y a plein d'activités, il y a des fêtes, il y a des trucs, etc. Et effectivement, bah, il fait son tour, il revient, il n'a pas éclaboussé la moindre goutte. Alors il y a le roi qui dit, oh c'est bien. En anglais on dit single pointed concentration, c'est la concentration sur un point. Ouais, c'est bien, ouais, tu as ça. Mais quand tu as marché là autour du palais, qu'est-ce que tu as vu? Et puis là il dit, bah rien. Il était sur son truc, quoi, et voilà. Et là, je me rappelle plus exactement comment dans l'histoire ça continue, mais en gros, après, je crois on le renvoie encore une fois. C'est oui, mais tu dois garder ça, mais en même temps, tu dois être attentif à tout ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça que quand on parle entre nous, vous avez remarqué, j'aime pas beaucoup le mot concentration. J'aime pas vous dire concentrez-vous, des choses comme ça. Je vous dis attentif, goûtez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que attentif, c'est on est attentif, on est ouvert. Et non pas je suis concentré dans le sens, l'idée qui nous vient avec le mot concentration, bah c'est on concentre. Donc c'est l'idée qu'on renferme. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est on veut être là complètement. En étant capable, lui, d'être sur quelque chose, mais tout en étant sur quelque chose avec une conscience, en fait, qui est ouverte, qui est attentive. Donc je ne sais pas si ça répond un peu, mais donc oui, il y a certains qui considèrent que la vraie méditation, il faut tellement être à l'intérieur qu'il n'y a plus rien qui bouge, etc. Et puis il y a d'autres, les taoïstes, qui considèrent, oui, mais le bouger et le non-bouger, c'est yin-yang. La manifestation et le non-manifesté, c'est yin-yang. Donc la forme la plus supérieure, c'est quand il y a les deux aspects qui sont là. Alors que dans les traditions, certaines traditions indiennes, c'est un peu le truc le plus supérieur, c'est quand tu n'es plus du tout ici, quoi. C'est quand tu es uniquement ailleurs. Mais oui, tu réponds à ma question parce que je t'avais donné aussi l'exemple, tu sais, de quand tu es serveuse en fait, sans prendre les commandes. Voilà. Mais c'est un peu ça en fait, c'est la méditation en action. Parce que tu portes tes plats, en fait, ça me fait penser un peu à ton histoire avec sur la tête. Tu portes tes plats, tu les déposes, tu vois, et tu fais ça comme ça pendant 2-3 heures. Donc ouais, ça peut être ça, et puis après, quand tu pratiques le tai chi et le qigong, oui, je voulais savoir en fait ce que tu en pensais. Si on oui, pouvait... tu peux, je crois, honnêtement, tu pourrais développer le Tao du service, ou le Tao du serveur ou de la serveuse. Non, mais j'en suis persuadé. Comment est-ce que tu fais le travail en étant complètement en harmonie par rapport à ce qu'il y a autour de toi? Déjà, en tant qu'individu, au lieu de devoir faire 10 fois l'aller-retour, de renverser les choses, comment est-ce qu'on est plus harmonieux, etc. En sachant que cette harmonie, tu as des clients qui sont sympas et tu as des clients qui sont, j'aime pas utiliser ces mots, bon, qui sont moins agréables, on va dire. Donc, comment gérer tout ça? Comment ne pas se laisser impacter par un client imbuvable? Comment en même temps avoir le nécessaire échange social avec les uns et avec les autres, mais sans que ça prenne trop de temps par rapport au travail qu'il faut faire aussi? Comment, si on est en équipe avec 2 ou 3 personnes, comment est-ce qu'on fait un travail harmonieux et qu'on n'est pas en train de se marcher sur les pattes les uns et les autres, mais qu'au contraire ça aide, etc. Donc ça demande tout un travail, d'une part, de centrage
et de garder son centre, et en même temps d'attention par rapport à ce qui se passe autour, par rapport à des dynamiques différentes, parce que là j'ai parlé du client, mais après il y a la cuisine, il y a et les autres serveurs. Donc il y a plein de dynamiques en fait qu'il faut gérer, et quelque part qu'il faut harmoniser. Donc moi je crois que cette attention dont on parle, quand on parle de tai chi, quand on parle de qigong, quand on parle de méditation, je vous ai déjà dit, c'est dojo. Hein, en japonais, dojo, c'est l'endroit où on pratique la voie. Mais les voies en tant que telles, c'est des lieux où on pratique. Mais après, les principes, vous pouvez les mettre n'importe où dans votre vie. Et donc, si vous êtes serveur, par exemple, vous pouvez le mettre là-dedans. Et vous pourrez même, si vous avez tellement de travail, et puis vous avez pas le temps de faire autre chose, parce qu'il faut travailler, puis vous rentrez, puis il faut dormir, puis il faut à nouveau travailler, etc. Mais quand est-ce que vous allez pratiquer la voie? Peut-être que vous n'avez même pas le temps de vous asseoir pour méditer. Mais dans ce cas, il faut utiliser le contexte d'être serveur pour développer la voie. Et là, en fait, on va se rendre compte que c'est possible. Et aussi par rapport aux émotions, et comment il m'a regardé, comment il m'a parlé, etc. Et puis on doit gérer tout ça. Alors comment est-ce qu'on arrive à le faire? Et donc ça peut devenir une voie magnifique. Et en fait, on dit que celui qui a popularisé le Pakwa Jang, il y a 100 ans, lui, il faisait le service aussi. Et il s'était fait repérer comme ça, on avait vu, on dit, c'est pas normal la manière dont il fait là, tu vois, il a du kung-fu. Kung-fu dans le sens, il a de la maîtrise. Hein. Kung-fu, c'est ça, c'est maîtriser une aptitude. Mais le kung-fu, on peut avoir le kung-fu en piano, on peut avoir le kung-fu en tai chi, on peut avoir le kung-fu en service. Quand on dit la cérémonie du thé, un grand maître de cérémonie du thé, à la base, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait bien faire et servir le thé, et accueillir pour faire le thé. Hein, quand on va au fond de la chose. Donc tout à fait. Enfin pour moi, oui, chaque activité humaine peut devenir une voie. Et les pratiques, par exemple, de méditation ou d'attention qu'on est en train de faire peuvent nous aider, pour chacun d'entre nous, après de faire des liens, de petit à petit de mettre ce genre de choses dans notre vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai répondu une chose, alors je vais me contredire un peu, je disais la chose la plus importante c'est déjà développer cette attention, samatha vipassana, et mon attention me dit que ça risque de couper bientôt, alors ne vous inquiétez pas si ça coupe, je vous renvoie juste le lien pour continuer juste après. Mais en même temps, on est tous des êtres humains différents. Donc ce qui nous intéresse, notre esprit, une image qu'on peut donner, c'est comme un cheval sauvage qui saute dans tous les sens. Essayez un peu de l'apprivoiser, c'est difficile. Donc une des choses que vous pouvez faire, vous faites un gros enclos. Déjà, vous l'amenez dans l'enclos. Alors il va courir encore à droite à gauche, il va sauter, etc. Mais il va le faire à l'intérieur de cet enclos. Donc on a réussi un tout petit peu à donner déjà un cadre. Et après, on peut utiliser une longe. Et non pas une laisse, parce que certains disent laisse. J'ai entendu certains disent la laisse pour le cheval. Tu vois, j'ai entendu ça. Mais non, c'est une longe. Alors, on utilise la longe, et puis petit à petit, on se rapproche de plus en plus. Et puis à un certain moment, on peut monter dessus. Et puis petit à petit, oui, mais apprivoiser le cheval. D'abord, on lui a donné un cadre très large, et puis petit à petit, on a commencé à réduire le cadre et à se centrer. Et puis là, on a commencé à s'harmoniser, on a commencé à maîtriser la chose. Donc, oui, vous avez vu, donc j'avais raison. On a été un peu coupé. Mais donc l'image, c'est ça. Donc pour petit à petit, notre esprit, c'est comme ce cheval. Donc petit à petit, en fait, il faut lui donner un cadre. Et puis petit à petit, on arrive à vraiment l'apprivoiser. Mais ce cadre, il peut être des choses différentes pour notre esprit. Un des cadres, moi je trouve que c'est un très beau cadre, parce que le cadre, il est très naturel. Donc on n'a pas imposé d'autres choses, on va dire, compliquées dessus. C'est la respiration. C'est vraiment ce qu'il y a, qu'on le veuille ou pas, on respire tout le temps. Donc rendre conscient un peu ce processus et utiliser ça comme une encre, c'est magnifique.
Surtout que là, on a commencé à explorer à quel point la respiration est profonde, hein, comment la respiration impacte sur notre émotionnel, notre physique, notre énergétique, etc. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, pour moi, l'approche la plus simple, d'une certaine manière, c'est de commencer par la respiration. Et après, effectivement, pour donner une autre réponse à ta question, c'est que sans qu'on le veuille, tu vois, au départ, dans Samatha Vipassana, il y a tout ce que j'ai déjà expliqué avant qui se passe. Mais après, à un certain moment, même si vous ne faites pas de Qigong, vous ne faites pas de pratique particulière, mais l'énergie, elle commence à venir. Donc sans que vous le veuillez, en fait, petit à petit, votre attention, elle va être aussi sur votre énergie. Puis petit à petit, votre attention, elle va être sur votre attention, en fait, ou sur votre conscience. Donc en fait, il y a même, c'est pour ça que je vous dis parfois aussi, quand on fait nos pratiques de respiration, et on observe. Et puis parfois, à la fin, je dis, ok, maintenant on observe, et petit à petit, détachez votre attention de la respiration. Juste, on est attentif à comment on est là, c'est tout. Ouais, donc c'est, voilà. Donc il y a un cadre, et puis petit à petit, ce cadre, on le laisse, juste pour pouvoir être là. Mais je suis conscient que moi, j'ai une certaine personnalité, donc moi, ça me sied particulièrement, et c'est pour ça que j'aime aussi Tai Chi Qigong, parce que j'ai rien à dire du tout. On est juste en train de faire, et je suis déjà en train de mettre mon attention sur ces choses. Ça se fait naturellement. Et donc, un des niveaux de Tai Chi, c'est méditation. C'est un art martial, c'est un art énergétique, ça peut être aussi un art thérapeutique pour la santé. Et il y a aussi, c'est aussi une méditation en action. Mais d'autres personnes aiment le son. Donc pour quelqu'un qui aime beaucoup le son, mais oui, mais alors on va te donner justement, on te donne un mantra, on te donne un son, on te dit ok, concentre-toi là-dessus. Et si c'est un bon mantra, il y a le côté vibratoire, donc les vibrations vont avoir déjà un effet en tant que tel. On a un peu exploré aujourd'hui par rapport à Om. Et puis il y a un certain sens. Donc le fait de répéter, et donc il y a le son, il y a le travail énergétique qui est déclenché, puis il y a aussi c'est quoi l'intention, c'est quoi le sens de ce qu'on est en train de réciter, etc. Donc à nouveau, c'est quelque chose qui peut nous aider comme cadre à aider à déjà stabiliser notre esprit. À un certain moment, le mantra, n'oubliez pas, Om, on a dit A ou mais il y a le silence qui est sous-jacent. Le mantra, il sort de Om, il revient, il sort du silence, il revient dans le silence, et le silence est toujours là. Donc à un certain moment, si vous répétez le son va vous mener vers le silence en dessous du son. Et en fait, c'est là que vous voulez aller. D'autres personnes qui sont, je sais pas, des grands artistes, donc on aime les images. Si vous aimez les images, les visualisations, ok, à nouveau, visualisez des choses qui font sens. Ou concentrez votre attention sur une déité particulière ou un saint que vous aimez ou quelque chose comme ça. Et à nouveau, plus vous allez contempler, identifier, à nouveau, ça va être une porte vers ce qui est au-delà. C'est pour ça qu'il y a tout cet art, il y a les statues, il y a la sculpture, il y a les cathédrales. Tout ça, c'est des manières de donner un cadre pour petit à petit pouvoir se poser, pouvoir aller à l'intérieur. Et donc, même si je ne le dis pas explicitement, mais les différents Qigong qu'on est en train de faire, ou la pratique là qu'on a fait avec le mantra Om, Pranava Om, en fait, oui, on a donné, entre guillemets, pour prendre un mot occidental, une méditation avec du son. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. Mais par rapport à mon expérience et ma voix, et moi je peux vous partager ce que je connais, que j'ai vraiment éprouvé pour moi-même et que j'ai vérifié, parce que là je sais que voilà, quels sont les tenants et les aboutissants. Je continue à penser que cette pratique d'attention de base, c'est vraiment très important. Il faut vraiment la pratiquer. Et si vous pratiquez ça, après de pratiquer aussi d'autres choses qui peuvent vous inspirer, que ce soit à travers les mantras, que ce soit à travers les visualisations, que ce soit à travers... C'est magnifique. Ok, on peut aussi. Mais pour revenir à la question de tout à l'heure, quand tu me vois à la plage ou n'importe où, je vais toujours commencer, chaque session de méditation que je fais, je vais commencer par ce travail de Samatha Vipassana. Et après, je fais autre chose. Mais pour chaque méditation que je fais une autre, je commence toujours par... Et là, on se centre. Et là, à nouveau, une chose qui est très très importante et dont j'ai pris conscience petit à petit, c'est pour ça que je vous le dis aussi, remercier de pouvoir faire et dédier
le travail aux autres. C'est très important. On ne fait pas le travail pour soi-même, on est là pour ouvrir les choses. Et si vous faites par exemple du travail un peu intérieur, mais que votre motivation n'est pas bonne, votre motivation c'est je veux devenir le plus fort, je veux devenir, etc. Donc vous avez je veux devenir le plus fort. Ok, mais c'est je. Et après vous faites des pratiques qui sont en train de vous ouvrir. Vous vous rendez bien compte qu'à un certain moment, il va y avoir un décalage. Il y a un truc qui veut dire moi, 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 et en même temps, vous faites des pratiques qui veulent ouvrir et qui veulent... Donc si vous poussez très loin, ben, vous risquez vraiment d'avoir des problèmes. Donc la manière la plus naturelle et puis la plus harmonieuse en fait de pratiquer, oui, c'est si votre idéal, c'est un bel idéal, c'est la paix, l'amour, l'harmonie, la connaissance. Oui, donc en fait, tout ce que vous faites dans votre vie, vous allez dans ce sens-là. On revient à l'éthique. Donc si vous vivez une vie éthique, vous êtes aussi en train d'ouvrir déjà les choses, des blocages, vous êtes en train d'ouvrir. Et après, vous faites les pratiques physiques, énergétiques en plus, mais ils vont tous dans le même sens. Alors, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous sentez qu'à un certain moment, ça va trop loin, on fait un exercice et puis voilà. Ben, je vous dis, arrêtez, écoutez-vous. Mais on arrive à s'écouter si vous avez cette vision plus large. Mais si pour vous, il faut que je sais que si je fais ce qigong, je vais avoir la grande puissance, etc. Ben après, vous allez dire, ok, là je me sens déjà pas bien, mais je vais le faire quand même parce que je veux cette puissance. Oui, et puis là, vous allez vous casser. On avait donné une fois sur le catamaran, on avait filmé aussi, je l'ai mis sur YouTube, la petite conférence idéal et introspection. Oui. Dans le cheminement, votre idéal, c'est très très important. Comme le disait justement Omar Mikhail Ivanov, c'est bien de faire le vide. Mais le vide, pour qu'il soit rempli avec quoi? Il va attirer quoi votre vide? Si vous menez une vie n'importe comment, et qu'après vous vous videz, c'est du n'importe quoi qui va venir s'installer. Qu'est-ce qu'on invite? Si au contraire vous avez préparé plein de belles choses, au moment où vous videz, là vous avez des beaux invités qui vont arriver. Donc c'est pour ça que les lettres et aussi là, les conférences qu'on fait un peu, donc ça merci au Covid, c'est terrible ce qui se passe, mais en même temps ça nous a un peu confinés et puis voilà. Et donc je trouve que c'est assez utile de partager aussi avec ceux sur YouTube qui peut-être qui nous regardent et même qui ne nous connaissent pas. Mais c'est de partager un peu ces cadres parce qu'on a parfois trop tendance à uniquement penser en termes de techniques et de techniques qui vont nous permettre de nous améliorer. Là, c'est le truc, je vais avoir le corps qui soit machin et puis j'ai envie d'avoir le mental de vainqueur et puis j'ai envie on est un peu le bien-être, on dit toujours l'industrie du bien-être. Je ne suis pas contre le fait d'être bien, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Et si on dit je suis en train de faire une voie de cheminement et de connaissance de moi-même, mais qu'en fait on est juste en train de vouloir se sentir bien, j'ai rien contre se sentir bien, mais il faut savoir quand on est dans l'un ou quand on est dans l'autre. Et puis il faut comprendre le lien entre les deux. À quel point est-ce que le fait de nous sentir bien en nous-mêmes peut nous aider à aller plus loin avec nous-mêmes. Et à quel point, pour pouvoir se sentir bien avec soi-même, il faut savoir aussi accepter et regarder les choses qu'on n'aime pas en soi-même, etc., avec lesquelles on n'est pas bien en soi-même, etc. Et c'est pour ça que je crois que, à nouveau, méditation, c'est pas la peine de parler, juste on s'assied, on est silencieux, voilà, et on peut faire ensemble. Mais c'est yin-yang à nouveau. En même temps, le cadre est d'expliquer et de donner un peu des contextes. Je crois que c'est vraiment important. Et pour moi, vraiment, la chose que j'aime le plus, je vous disais même parfois, si je n'avais pas les étudiants, je ne sais même pas si parfois, c'est vous qui me poussez aussi à continuer à bien approfondir Tai Chi, Qigong, etc. Parce que parfois, en fait, moi, c'est plus le côté méditation que vraiment j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que là je suis un peu très bavard en plus parce que c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur et qui d'une part sont très très simples mais en même temps on part parfois dans des
Quand on n'a pas de référence, en fait, on le voit comme une technique et après on se demande quelle est la meilleure technique ou comment je dois appliquer la technique. Alors qu'il ne s'agit pas de technique, c'est la vie. Et comme aime le dire quelqu'un, la vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Il y a quelqu'un qui dit ça, ouais. Ouais. Il parle beaucoup d'ailleurs. Ouais, très bavard le gars. Mais alors cette méditation, peux-tu aussi l'assembler à la contemplation de la nature? Parce que c'est un état, enfin je sais pas si on dit un état méditatif, mais quand tu contemples la nature, c'est une méditation aussi. La contemplation à nouveau, si on parle de manière un peu plus technique, la contemplation, je contemple quelque chose. La contemplation et je peux contempler la nature, je peux contempler une œuvre d'art, je peux contempler une idée. Et le fait... tu peux te dépouiller en contemplation de la nature. Comment? Tu peux te dépouiller toi en fait. Oui, tout à fait. Tu contemples. Et la contemplation te renvoie quelque part, fait écho, résonne avec quelque part ta nature intérieure. Et donc, si on contemple bien, à un certain moment, la contemplation peut mener à l'identification. On devient la nature, on devient ce sur quoi on est en train de contempler. Mais déjà, l'identification, c'est une étape supérieure. Même contempler peut être pas facile, parce que si on pense à d'autres choses, etc., ça peut être difficile. Mais déjà, quand on arrive à contempler, oui, et après, petit à petit, on arrive à s'identifier. Et quand on s'identifie, mais alors là, dans ce cas-là, si on parle dans le contexte, par exemple, taoïste, oui, on devient un avec le Tao. Si on parle dans un contexte chrétien, que votre volonté soit faite. Et c'est même pas que votre volonté soit faite, c'est elle qui se fait. J'existe plus. Si on parle dans le contexte de yoga, on parlait tout à l'heure les Yoga Sutras de Patanjali. Dans les niyamas, il y a 5 niyamas. Socha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, Ishvar Pranidhana. Les 3 derniers, c'est ce qu'on appelle le Kriya Yoga. Tapas, on va dire, c'est la discipline. Svadhyaya, c'est l'étude de soi, qui inclut aussi l'étude des textes, etc., pour se connaître soi-même, mais c'est l'étude de soi. Et Ishvar Pranidhana, c'est de s'en remettre à Dieu ou de s'en remettre à son soi supérieur. Pour entraîner, s'abandonner à ce qui nous dépasse. Et c'est vu comme extrêmement important. Mais c'est ça, identification, c'est ça. Alors, à nouveau, l'importance, qu'est-ce que vous contemplez et à quoi est-ce que vous vous identifiez? J'adore les gâteaux, etc. Mais si je ne fais que contempler le gâteau et que je contemple ma propre gloutonnerie, oui, peut-être que je vais en apprendre quelque chose en me disant, oui, ben, certainement, c'est un peu écœurant. Donc, c'est bien, mais voilà. Mais je veux dire, d'où l'importance à nous, qu'est-ce qu'on contemple, vers où on va, qu'est-ce qu'on imagine même être possible comme... Mais là, déjà, on est dans un travail qui veut. Mais ce travail, toi-même, quand tu contemples, juste tu contemples sans trop d'objectif. Ben là, tu rentres dans cet état de juste être là. Et quand on rentre dans cet état-là, ben ça, c'est des dimensions qui sont très profondes, mais qui sont toujours présentes. Et une fois qu'on les a expérimentées à un certain moment de sa vie ou dans un certain contexte, on sait qu'ils existent. Et donc ça devient un nouveau repère par rapport au reste de notre vie. On se dit, ah bon, mais là... mais alors au lieu de le voir uniquement comme quelque chose d'exceptionnel et peut-être de pas reproductible, c'est de dire, oui, mais où est-ce qu'il se cache cet aspect-là de la réalité quand je suis en train de faire mon service? Tu parlais de ça tout à l'heure. Il doit être là puisque je l'ai expérimenté, il est en moi, donc ça existe. Mais pourquoi est-ce que là, j'arrive pas à le connecter? Pourquoi j'arrive pas à le voir? Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, ces nouvelles références nous aident de manière générale à cheminer. Je vois Monica, elle nous observe comme ça de manière très silencieuse. Je sais. Elle n'a pas son micro, Monica. Ah là, justement. Bonjour Monica. Bonjour
Bonsoir. Bonjour, ça va? En fait, c'est la grand maître, tu vois, c'est elle qui nous centre, puisque dans Tao Te Ching, c'est dit, hein, ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas. C'est ça. J'aime beaucoup le practice, le yoga. It was very nice, Chris, in the beginning, the exercise with breathing and with hands. Voilà, c'est super. And to the topic you talked today, I have only my own experience or my own feeling from the way where I am or where I am not. But I think I am the person sometimes who hurry, or you feel something and you want to keep it, and so you on one side I am in hurry, I don't want to miss the moment, and so this is not easy each time to balance, to keep it in harmony. On the other side, if I am lucky and it goes, to keep in harmony and to don't be so much in hurry and don't want too much to push on myself, after it goes, really, that it goes. It's not so often, but it goes. And the other thing which I want to say, I don't know now what was it, but yes, and sometimes when I lose my connection or something like this, it helps me when I join with the meeting with my feelings from nature, or with my feelings from some experience before, and it starts to grow, or you have some point from which you can start and grow and continue. And but what I feel, from my opinion, sometimes I push to myself a lot, that I think it's this, it could be a problem for more people, but this is my experience sometimes, that I push to myself, and I forgot to give not the love, but something like love inside you, in the action which you are doing, in the emotion, but just translate a little for Alexandra, because like your English is not so. So donc ce que dit Monica, c'est que elle, sa tendance, c'est un peu d'avoir un caractère un peu pressé, hein, de vouloir faire les choses comme ça, et que donc avec ça aussi parfois on perd un peu la connexion, et qu'une des choses qui l'aide en fait à se connecter à nouveau, c'est la nature d'une part, ou parfois des souvenirs de certaines expériences, et qu'à partir de soit la contemplation de la nature ou de certains souvenirs, c'est un point de départ en fait pour à nouveau s'ancrer. Et il disait, l'autre côté, c'est qu'elle a tendance comme ça à se pousser, et que peut-être parfois c'est mettre l'importance de mettre un peu d'amour en fait par rapport à soi-même, quoi. De pas toujours être en train de se dire il faut y aller, il faut faire, mais de mettre un peu plus d'amour là-dedans. Alors je vais juste répondre à Monica, et puis voilà. What you say, Monica, I agree. I think that what you said about like when we lose the connection, and how nature or some memories, can help us as a starting point to again reconnect, and make it grow. I think that is why it's so important to have
this word I like so much, which is tasting. You know, when we practice taste. Yes. And when we really taste something, we will remember that taste. And so it becomes a reference point for us. And on the one hand, it can be a reminder, like when we are in a situation where we have lost it, and then we may just feel like, where is this feeling of harmony? Or where is this feeling of quietude or of plenitude? Or, you know, because you have experienced it. So sometimes it reminds us that we are going somewhere, we're forgetting about this. And then the second thing, at the moment we connect to it, the seed is there. So indeed, you know, we can again nourish it, and it can grow. And the other aspect that you're mentioning, I do think, you know, symbolically, often water is related to love, no? Because like with water, you can water things, you know, so that they can grow, that they're sustained. So again, like when we have these little seeds, I think it's very important, like to put this like loving attention to it. It's like you water your plants, you know. They won't grow faster if you start pulling on them. And sometimes what we are doing, you know, is like when we want to do a certain practice or something, it's like we try to pull or push, you know, instead of just, okay, let's start care, put the water, not too much water also, you know, like just what it needs, you know, then leave it little sunshine, you know, and let it grow. So I just translate for Alexandra, and then donc j'ai dit à Monica, oui, donc je suis d'accord avec elle que vraiment ces contemplations ou ces souvenirs peuvent être un point de départ en fait pour nous, c'est un rappel, hein? C'est des références qui sont un rappel quand on n'est plus dedans, parce qu'on dit ah non, il y a autre chose, je sais qu'il y a autre chose parce que je l'ai vécu. Et puis à ce moment, quand on se rappelle de ça, ben c'est le nourrir à nouveau pour que ça puisse voilà. Mais pour le nourrir, oui, là je suis tout à fait d'accord avec une, on va dire avec amour, avec compassion, avec gentillesse, avec bienveillance. Parce que c'est un peu comme l'eau, hein, l'amour. Si on veut faire pousser quelque chose, ben on arrose gentiment et puis on laisse pousser. Et non pas on veut faire pousser quelque chose, on commence à arracher la chose. Gentiment, on nourrit, mais on laisse le processus se faire. Avec peur aussi. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, La vérité, fruit de la sagesse et de l'amour. La vérité, c'est une médaille. D'un côté, c'est la sagesse, l'autre côté, c'est l'amour. Et il donne aussi l'image de la rivière, du fleuve. Hein, le lit de la rivière, du fleuve, c'est la sagesse. L'eau qui coule, c'est l'amour. L'amour jaillit constamment, elle coule, elle nourrit, elle abreuve, mais en même temps elle coule dans un cadre. Le cadre, c'est le lit de la rivière, c'est la sagesse. Et la source, où est la source? Qu'est-ce que la source? Ben, c'est la vérité. Donc je trouve moi c'est une image qui me parle beaucoup. Et je crois qu'il est à nouveau très importante quand on parle méditation. Parfois on en fait quelque chose de complètement abstrait. Je suis dans mon esprit, ou je fais la vacuité, on est dans des trucs un peu... Non, la méditation c'est la vie. C'est la vie. Mais c'est la vie pleine, c'est la vie... Moi, au début, on a un travail par sa respiration, mais quand on ne connaît pas, hein, quand on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'une fois après, c'est comme tu dis, voilà, on est là, tranquille, et puis il n'y a pas besoin de se forcer, ça vient naturellement. Je pense. Et en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je t'aperçois. Ça fait peut-être beaucoup plus de contemplation que de méditation. Et la contemplation, déjà, on a la chance d'être sur Arcachon, donc de travailler en tant que serveuse en front de mer. La contemplation, on l'a eu beaucoup, mais même sans travailler, de toute façon, on peut l'avoir énormément, cette contemplation de la nature. Mais
la méditation, alors je sais pas, tu dois savoir, toi, me dire, les Chinois, ils méditent comment? Ils font que leur tai chi ou leur qigong, ou alors Non, 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 mais les pratiques, bah, je vous ai montré, même aussi avec les mudras, hein, non, non, ils ont aussi les pratiques de s'asseoir. Alors, beaucoup dans la tradition taoïste, c'est juste, voilà, de poser, de poser. Puis peut-être, alors à nouveau, on peut utiliser différents, on peut utiliser Tantien inférieur, on met son attention sur Tantien inférieur. Hein, comme il est dit dans Tao Te Ching, vider la tête, remplir le ventre, hein, remplir Tantien inférieur. Non, non, tout c'est. Alors, et puis quand on dit les Chinois, à nouveau, dans les Chinois, il y a aussi les bouddhistes, il y a les confucianistes, hein, mais, donc il y a beaucoup, beaucoup de pratiques qui existent, mais n'oublions jamais qu'à la base, le travail, on peut le dire de deux manières un peu différentes, mais ça revient au même. Une manière de dire, c'est que quand on fait ces pratiques, c'est pas pour gagner quelque chose, c'est pour se débarrasser. C'est on se débarrasse de toutes les choses qui en fait notre fenêtre elle est sale, donc on nettoie la fenêtre pour pouvoir clair. On rajoute rien, au contraire on enlève les saletés, les impuretés pour voir. C'est une manière de voir. On peut le dire comme ça. Tout le travail c'est ça. Donc quand on est arrivé à enlever tous les blocages, toutes les choses, etc. Voilà, donc qu'est-ce qui reste? Deuxième manière de voir, c'est de dire on harmonise tout. Hein, on rend tout naturel à nouveau. Tao Fa Tsuran, hein, la voie du Tao, c'est la nature. La nature est la voie du Tao. Le naturel, c'est la voie du Tao. Donc en fait, il y a plein de choses. On a pris des traumatismes, on a pris ceci. Donc il y a plein de choses. En fait, on n'est plus en accord avec, entre guillemets, ce qui est naturel. Quand je dis la naturelle, je ne parle pas uniquement de nature dans le sens physique, hein, mais avec ce qui est. Donc comment petit à petit, en fait, à nouveau, on redevient naturel. Et pour devenir naturel, oui, bah, il faut d'une part enlever ce qui n'est pas, donc on se débarrasse. Mais pour enlever, dans le processus aussi, il faut cultiver ce qu'il est. Et après, on va même aussi laisser ça. Mais donc, tout le travail, pourquoi est-ce qu'on va cultiver l'énergie? Pourquoi on va cultiver tout ça, etc. C'est pour que petit à petit, les choses puissent circuler comme elles doivent circuler. Et donc, la chose, vraiment, il va falloir qu'on arrête petit à petit, parce que là, c'est ma batterie, en fait, de mon téléphone qui me fait des signes qu'elle va bientôt arrêter. Mais je crois, donc, par rapport à tout ce qu'on a fait, puis Monica qui disait aussi, voilà, la pratique qu'on a faite, vous savez, là on parle beaucoup, l'idée c'est d'échanger, mais à la base, le plus important c'est de goûter, de pratiquer, puis la réflexion fait partie de ça. Mais donc quand on dit des mots comme ça, comme méditation, parfois pour beaucoup de personnes ça devient quelque chose, oh ouais c'est un truc, c'est très loin, c'est très compliqué, ou c'est très conceptuel, ou c'est la philosophie, où ils sont un peu barrés, ils font des trucs bizarres, ou alors il y a toutes sortes d'idées un peu, voilà. Alors qu'à la base, si je répète, on ne peut pas méditer. Ce qui peut s'installer, c'est un état de méditation. Pour le dire dans mes mots à moi, un état de méditation, c'est quoi? C'est d'être ouvert à ce qui est. Et quand vous êtes ouvert à ce qui est, c'est de découvrir la plénitude de tout ce qui est là. Et de vous rendre compte qu'on n'est pas là, la vie, c'est pas un vide à remplir. Je ne dois pas me prouver ce que disait Monica tout à l'heure, quand on se pousse, etc. C'est quelque part, on veut aussi se prouver que il faut que je fasse quelque chose qui en vaille la peine. Je suis un héros, justement, qui va réussir à découvrir, à devenir illuminé, à devenir un Bouddha, à devenir... Donc, à nouveau, on est en train de remplir. Alors, à nouveau, à un certain moment du cheminement, ça peut être important d'avoir ces motivations-là. Là, on voit quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, moi aussi, je veux faire pareil. Puis, c'est important. Puis petit à petit, on lâche. Mais petit à petit, on commence à se rendre compte que la vie fonctionne très bien, même si on n'essaye pas de la remplir avec 10 000 choses. Et on se rend compte, elle est très pleine, elle est magnifique, il y a tellement de dimensions. Et là, on commence à se rendre compte que même une inspiration, une expiration, il y a des univers qui se cachent là-dedans. Si on se met à l'écoute de ça. Donc voilà. Mais je trouve ça super beau ce que tu dis, même si on peut méditer comme tu nous as déjà dit, 5 minutes, 10
minutes. Voilà, on n'est pas obligé de se forcer à méditer 1 heure ou 2 si on n'y arrive pas. Je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir se poser, c'est important. Choisissez vraiment toujours de vous mettre à l'écoute et de suivre cette voie naturelle. Et quand je dis voie naturelle, ça ne veut pas dire on fait tout et n'importe quoi. On a une petite voie intérieure qui nous oriente quelque part. Apprenons à l'écouter. Et après, faisons confiance que si on fait ça, avec bienveillance, avec amour, voilà, petit à petit, on avance. Et puis, les arbres, les fleurs, ils poussent pas, c'est leur rythme. Il y a un certain temps, il faut du temps aux choses. Hein, le maître de Omar Michael Ivanov, Peter Doinov, lui apparemment, il répétait souvent 3 mots. Il répétait, il disait le travail, le travail, le travail. Le temps, le temps, le temps. La foi, la foi, la foi. Oui, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et quand je dis travailler signifie pas uniquement de faire une pratique particulière. Travailler, ça peut être une attitude. Si tu fais ton service avec une certaine attitude, c'est un travail. Enfin, quand on dit travail, il y a le travail pour gagner l'argent matériel, et puis il y a le travail pour gagner l'argent spirituel, entre guillemets. Hein, ça dépend de l'intention qu'on est en train de mettre. Mais donc toute chose peut devenir un travail au sens spirituel du terme. Donc il faut travailler. Mais même si vous travaillez constamment, faites le travail, mais ne mettez pas tout un truc, il faut que je... Non, vous le faites. Ça vous aide pas plus de se dire à chaque seconde je dois être la meilleure serveuse du monde. Non, c'est pas ça, il faut que tu sois dedans. Donc plus tu vas penser à ces trucs-là, moins tu vas bien faire ton boulot. Donc c'est travail. Mais la deuxième chose, quel que soit notre travail, c'est le temps. Il n'y a pas de raccourci. Il y a des gens qui sont plus doués, il y a des gens qui sont moins doués, il y a des gens qui sont, etc. Pour certains, c'est plus rapide, pour certains, c'est moins rapide. Certaines étapes, pour certains, sont plus rapides et d'autres étapes, après, ils prennent plus de temps. Hein, il y a chacun selon ce qu'on est, selon, ça prend le temps que ça prend. Et parfois, là-dedans, c'est vrai qu'on a des moments de grand découragement. On se dit, mais ça sert à rien. Je sais pas, moi, dans ma vie, je sais pas le nombre d'heures que j'ai passé à être assis à regarder ma respiration. Quand j'étais surtout à l'université, il y avait des moments où je me suis dit, mais Christophe, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, c'est quelques heures par jour que tu prends à rien faire, lire des bouquins, etc., tu sais, pour écrire d'autres bouquins, tu vois, tu dis, mais là, c'est visible, là, le travail que je fais, ça ne se voit pas, enfin, il y a pas de... Et ça met beaucoup de temps pour qu'il y ait des petits changements qui se mettent en place. Donc, on peut avoir des doutes. Donc, entre guillemets, on perd la foi. On se dit, non, ça ne vaut pas la peine. Et là, c'est bien à nouveau, comme disait Monica tout à l'heure, on se rappelle d'expériences qu'on a faites. On se rappelle aussi de soi, comment on était il y a peut-être 20 ans. Et on se dit, attends, mais je regarde comment j'étais il y a 20 ans, je regarde comment je suis maintenant. J'ai quand même progressé. Enfin, j'ai élargi ma conscience, j'ai ouvert un peu qui je suis. Donc, quelque part, ça marche. Et puis, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est en lien avec ce que d'autres ont pu vivre. Dont certains on appelle des grands maîtres, donc on dit ah tiens, mais voilà. Donc ça peut valoir le coup de continuer à marcher. Et en même temps, quand on est dans les moments de doute, de désespoir, etc., à nouveau, goûtons. Hein, on essaye, alors puis c'est bien d'avoir les amis, etc. Mais ça aussi, il faut le goûter, ça aussi, il faut le comprendre. Si on veut savoir ce que c'est qu'un être humain. Mais voilà, c'est la beauté de la vie, toute sa complexité, puis la beauté de la vie. Je suis désolé parce que là, en fait, il va me couper. Donc, je vous dis un grand merci à vous. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir les discussions avec vous, entre nous. Et puis, j'arrive pas, moi, à parler comme ça dans le vide. Et je sais qu'il y a certains de mes amis qui aiment bien aussi regarder les vidéos après. Donc, quelque part, c'est grâce à vous, en fait, qu'elles existent, donc qu'elles peuvent émerger. Donc, un grand merci à vous. Merci. Allez, à la prochaine. Merci. Merci à tous. Merci. Et merci pour cette jolie photo, Monica. La neige. Ah oui. Oh là là. Beaucoup.
Ok. Mais c'est chaud aujourd'hui. C'est chaud, so, and the snow is wet now. Ah, ok. Ben, peut-être que la neige, finalement, elle va arriver chez nous à Arcachon et puis elle va laisser la République tchèque. Allez, ben, très bonne semaine à vous.